Chers auditeurs et chères auditrices, je profite de cet épisode francophone, puisque les 2 prochains ne le seront probablement pas, pour vous remercier grandement pour votre fidélité. Nous approchons à grands pas des 6 premiers mois de ce petit podcast, et vos partages, vos commentaires, vos appréciations, votre écoute, tout simplement, me touchent beaucoup. J'en profite également pour remercier les personnes qui contribuent à la bonne continuation de ce programme sur Patreon, et je remercie d'avance celles et ceux qui contribueront peut-être à l'avenir. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, l'hymne à la daube est sur Instagram et sur Twitter. Dernière chose, j'en profite également pour remercier une fois de plus ma chère petite équipe, qui me permet de vous donner ce contenu tel quel. Lucie, qui illustre brillamment chaque épisode, Oscar, qui a confectionné ce générique que vous aimez tant, Charlélie, qui s'occupe du mastering sans broncher toutes les 2 semaines, et la nouvelle arrivante, Ambre, qui se charge du contenu sur la plateforme Patreon, à savoir des exclusivités pour chaque épisode. Merci à tout ce beau monde, merci à vous, et place à l'épisode. L'hymne à la daube, le podcast qui aspire à l'abolition de l'idée de bons et mauvais goûts musicaux, parce qu'il est temps de rendre ses mérites à la musique en général. Pour ce 13e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir l'autrice, compositrice et interprète November Ultra, qui nous ravit depuis la fin de l'année 2020 avec une pop douce et délicieuse. Avec 2 singles au succès amplement mérité, l'artiste a sorti, ce vendredi, un maxi comprenant les 2 fameux titres dans une superbe réédition. Il n'y a plus une seconde à perdre si November Ultra n'est pas encore dans votre vie. C'est au mois de novembre 2020, l'astuce est étonnante, que November Ultra se présentait au monde avec son premier titre, Soft and Tender, qui clairement ne pouvait pas mieux porter son nom. Est paru cette année le 2e single de l'artiste, intitulé Miel, et dont l'onctuosité et les belles teintes collent aussi parfaitement à son titre. You're pressuring me like crazy, it's crazy. Don't wanna live life in rewind. Having my future lay behind me and you, it's me, oh you, it's me without you. I think I'm better without you. Honey, honey, better without you. Honey, honey, better without you. Tout ce que je dis, c'est une blague. Ok, ça marche. Tout, absolument tout. Même ton amour pour les One Direction. Non, ça c'est très sérieux. D'accord. Mais je le dis en fond de blague un peu. Ok. Alors, t'es prête ? Ouais, absolument. Salut November Ultra. Salut. C'est un peu long, je vais t'appeler Nova. Tu peux m'appeler absolument Nova. Ok, comment vas-tu ? Très bien, parce qu'on va parler de One Direction, qui est ma passion. Donc je me suis réveillée ce matin avec énormément d'énergie. Et là, tes auditeurs ne le savent pas, mais je viens vraiment de te sortir tous les objets que j'ai qui sont liés de près ou de loin à One Direction ou Harry Styles. Pour vous donner un peu un éventail de ce qui vient de se passer, ça allait d'un truc à peu près normal, on va dire, c'est-à-dire des vinyles, et on en est arrivé au stade gomme et crayon de papier One Direction. On me les a offerts. Tous les objets que je possède sont des trucs qu'on m'a offerts. J'ai acheté la musique par contre. Oui. Voilà, j'achète la musique. Je soutiens ce petit groupe indé inconnu, voilà, pour qu'il fasse carrière. Pour que ça perce un peu. Pour que ça pète, ouais, je veux qu'il perce vraiment très fort. Il pourrait faire ta première partie. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Ma première partie devant 100 personnes, c'est 50, clair. C'est clair. 10. Alors du coup, Nova, c'est quoi ta daube du jour ? C'est What Makes You Beautiful de One Direction. Exactement. Moi, je suis pas
pas une très grosse connaisseuse des One Direction, mais toi si, alors ça va être dense. Alors il me semble que c'est leur premier single en tant que One Direction. Absolument. Voilà, et je crois que c'est sorti en 2011, et il me semble que ces jeunes personnes se sont fait connaître grâce à X Factor l'année d'avant. Moi, je suis passée totalement à côté de ça. Je veux dire la vérité, j'ai pas connu sa vie à ça. T'étais pas devant ta télé devant X Factor? Non, mais je me souviens qu'on avait parlé du coup du concept de l'hymne à la daube, et moi sur le coup, parce qu'on avait parlé de potentiellement que je fasse un petit caméo par ici. et je t'avais dit, moi j'ai un problème, c'est que je crois pas à la daube, j'ai zéro plaisir coupable. Mais si je devais parler de quelque chose, je pense que je parlerais de What Makes Beautiful et de One Direction, juste parce que je trouve que c'est les gens, le rapport qu'ils ont au groupe et le jugement qu'on a qui fait qu'il y a des choses qui deviennent ou pas coupables et qu'on n'ose pas en parler parce qu'en fait c'est le rapport des autres, c'est pas tant le nôtre. Et moi je t'avais expliqué, parce que tu parlais des Jonas Brothers, et je t'avais dit, moi le truc avec Wendy, c'est que je venais tout juste de me sortir de cette espèce de petite obsession que j'ai eue pour les Jonas Brothers. Ouais. Où j'étais quand même... Enfin, c'est-à-dire que moi j'ai pas de petites obsessions, donc quand je te dis petites obsessions, c'est intense quand même. Et c'est mon meilleur ami Ronan qui m'a dit, il faut absolument que tu écoutes les Wendy, et je lui avais dit non, je ne peux pas retomber là-dedans. Je sais que c'est un terrain glissant et vraiment miné pour moi, ce truc-là de boy band et de pop, tout ça. Je peux pas revivre ça une deuxième fois, je viens tout juste de m'en sortir. Il y avait vraiment ce truc-là. Ah là là, d'accord, ok. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je les ai vus dans Saturday Night Live, parce que je regardais tous les dimanches matins, en fait, je regardais les Saturday Night Live. Ok. Et ils ont fait un SNL, et ils ont chanté What Makes You Beautiful. Ok. Et je me souviens de les voir et de me dire, mais c'est quoi ces 5 petits chats là qui chantent de la pop incroyable. Ah ouais, tu voyais pas du tout qui c'était en fait, on t'en avait parlé. Si, mais... j'en avais entendu parler parce qu'à l'époque ils étaient à Paris, ils étaient sur les Champs-Élysées, il y avait le Petit Journal qui avait fait tout un truc un peu drôle et tout. Ah oui, je me rappelle. Leur venue à Paris, donc en fait j'en avais entendu parler, mais j'avais pas écouté. Enfin, tu sais, comme un truc où tu te dis, faut vraiment pas que je digue parce que je sens que ça peut être totalement ma cam et que je préfère te préserver, arrêter maintenant, voilà, avant que ça puisse aller trop loin. Et je me souviens en fait du coup d'avoir après écouté, parce que tout le monde me disait il faut que t'écoutes, ça va être trop ta cam, ça va être trop ta cam. Et je me souviens d'avoir écouté, d'avoir fait un tweet qui disait j'ai bien aimé, mais je pense pas que je réécouterais vraiment. Et j'ai ressorti ce tweet vraiment, je me souviens, 1 an après, parce que c'était n'importe quoi. Entre temps, j'avais regardé tous les documentaires, écouté tous les albums, lu toutes les interviews. Je me souviens à l'époque, parce que j'ai eu un blog musical pendant 7 ans, donc c'est quand même un peu étrange de parler de musique qui est très indé, d'artistes qui sont très émergents. Enfin, moi j'étais plutôt très spécialisée là-dedans, dans des groupes qui étaient considérés comme cool, tout ça. Et d'un coup, d'avoir cette passion pour un boys band de pop et de bonne pop musique. Et de te rendre compte que tout est fait aussi pour que tu deviennes addict à ça. C'est-à-dire, moi j'ai été incroyablement fan des Strokes, je le suis toujours. Okay. Mais les Strokes, il y a jusqu'à un certain point, c'était capable. Enfin, notre addiction était maintenue jusqu'à un certain point parce que y a eu leur documentaire là qui est génial où on les suit et je pense qu'il a nourri un peu le fanatisme entre millions de guillemets qu'on avait pour eux. Mais bon, tu pouvais pas acheter, il y avait pas 500 interviews, il y avait pas du merch, en veux-tu en voilà. Donc en fait, c'est comme, tu vois, ton envie de sucre, y a un moment, il y a plus de bonbons dans la boutique, tu dois t'arrêter. Là où, effectivement, je trouve que les Jonas Brothers ou One Direction ou... je pense en ce moment les groupes de K-pop et tout ça, c'est des choses qui nourrissent incroyablement cet état-là parce que c'est sans fin. C'est-à-dire on peut acheter 5 albums avec les 5 visages des 5 personnes qu'on aime et puis tu peux acheter des journaux spécifiques avec un des membres que tu aimes et en même temps t'aimes le deuxième, donc ça fait que tu vas acheter l'album en double, en triple, enfin... Oui, c'est vrai. Avoir une expérience en fait qui est sans fin et qui nourrit ce truc là, qui est très agréable. Tu vois, quand t'es obsédé par quelque chose, je trouve que c'est toujours agréable de se dire t'en auras toujours demain tu vois, c'est comme lire un livre et se dire il y a un tome 2, il y a un tome 3, il y a un 10 tomes de cette histoire et c'est sans fin et c'est presque ça encore qui est plus plaisant, tu vois. Ouais, d'accord, ok. Et donc j'ai un peu découvert One Direction comme ça, et moi la réalité c'est que j'allais pas très bien à l'époque parce que j'avais mon père qui était très malade
Et en fait, j'ai un rapport qui est très très fort à One Direction aussi parce que à cette époque-là, j'ai arrêté un peu de chanter parce que du coup, du fait de vivre des trucs un peu difficiles dans ma vie, mon père était en gros dans un coma et tout. Enfin, okay. Il a survécu, tout va bien, je ne vous déprime pas, c'est une très très belle histoire, mais en tout cas à l'époque je vivais quelque chose qui était assez difficile, moi j'étais en dépression, enfin en fait c'était un peu une accumulation de choses qui était pas simple, et je me souviens d'être incapable de faire de la musique, parce que tout ce que je faisais était très triste ou était trop sombre, et j'avais pas envie de vivre ça parce que tu vois, c'était overkill, c'était il y a ça qui est difficile, et puis et donc en fait je pense en plus que One Direction est arrivé pile au moment où tout ce dont j'avais besoin sans le savoir, c'était quelque chose d'incroyablement léger, d'incroyablement beau, de 5 garçons que en plus je trouve encore maintenant qui ont représenté des choses qui étaient très saines, une masculinité, tu sais, assez positive, oui. des interviews où je trouvais que c'est, enfin, tu vois, j'étais beaucoup plus vieille qu'eux, donc moi j'analysais pas les interviews, dans ma tête je me disais juste genre ils sont intelligents, c'est bien, comment ils parlent des filles, c'est pas trop, ils les sexualisent pas trop, enfin il y a un peu un truc en plus où je trouvais ça confortable, réconfortant. Et What Makes You Beautiful, une chanson incroyablement heureuse, il y avait rien de triste, il y avait rien de... Tu vois, j'étais pas capable d'écouter du Johnny Mitchell à l'époque. Je pouvais pas, c'était là dans ma tête. C'est trop dur. Ou Jeff Buckley ou des trucs, et en fait, d'un coup je découvre What Makes You Beautiful, et ça m'a fait reprendre ma guitare, tu vois. Parce que j'ai fait une reprise du coup de What Makes You Beautiful, un peu bossa nova, et en fait ça m'a fait rire de la faire, ça m'a fait rire de la chanter, j'ai passé un bon moment, et à bien des égards je pense qu'ils m'ont redonné le sens de ce qu'était la musique pour moi, de pourquoi je la faisais, pourquoi je chantais, qu'en fait c'était du plaisir, qu'il pouvait ne rien avoir de grave là-dedans, et de juste s'amuser. Et donc tu vois, c'est quelque chose d'assez drôle, parce que je parle beaucoup d'Harry Styles, c'est devenu presque un comique de répétition, tu vois, 10 ans, ça fait 10 ans, donc en fait j'en rigole, et tu vois, j'exagère, et j'épaissis le trait, et en même temps je sais que intérieurement ça a été quelque chose qui a été très important pour moi, de la légèreté qu'il y avait là-dedans, et après effectivement moi je les ai suivis sur tous les albums, et j'ai vécu des trucs incroyable. Avec ils ont une fanbase qui est folle, les concerts à Bercy, j'ai eu la chance d'aller à Bercy les voir. Trop bien. C'était en quelle année ça? Franchement je pourrais pas te donner, je sais que c'était sur le 2e album, c'était sur l'album qui s'appelle Up All Night, je crois. Franchement je sais plus. Les gens qui vont écouter qui sont incroyablement fans, je suis très fan, mais là j'ai un... Je sais que c'est sur le 2e parce qu'il y a le single Kiss You et Little Things qui était écrit par Ed Sheeran, qui était incroyable, et c'était à Bercy, et c'est une amie qui m'a eu la place. En fait c'est un peu toujours mes amis qui entendent mes obsessions et qui disent on va sponsoriser ça, j'ai des mécènes, tu vois. C'est peut-être ça qui enjolive d'autant plus d'ailleurs ta passion pour le groupe, dans la mesure où c'est que des gens auxquels tu tiens qui en plus te poussent encore plus. Incroyable. J'ai des amis, vraiment j'ai énormément de chance, et j'en ai totalement conscience. J'ai des gens qui acceptent mes obsessions, qui trouvent ça très drôle, et qui m'aident jusqu'à un certain point, tu vois, parce qu'ils savent que ça va jamais non plus jusqu'au bord du gouffre, mais qui participent et qui font, qui voient que ça me rend tellement heureuse, tu vois. Et c'est mon amie Maggie qui m'a offert, alors que c'était sold out, une place à Bercy, et j'étais seule, vivre un concert seule d'un groupe avec vraiment, pour le coup j'étais vraiment une des personnes les plus âgées à l'intérieur de Bercy. Y avait moi, et après moi il y avait les parents qui buvaient des pintes de bière, tu vois. Vraiment, et puis après le reste c'était beaucoup d'ados et d'adolescentes, et j'ai vécu un moment incroyable, parce que pareil, tu vois, quand tu fais partie un peu de la scène émergente, tu vas avoir beaucoup de groupes indés parisiens, tu vois, La Flèche, La Maro, et il y a un truc, je trouve, malheureusement pas tout le monde mais beaucoup, tu sais, on est dans l'attente de quelque chose, c'est un peu genre vas-y impressionne-moi, on regarde avec notre pinte de bière, parfois ça nous fait chier, on parle à quelqu'un d'autre, on croise beaucoup les bras et tout, et d'un coup j'ai vécu ce Bercy là où j'avais enfin à côté de moi des gens qui étaient incroyablement heureux d'être là, qui criaient, qui chantaient toutes les chansons, en fait qui étaient d'un enthousiasme et d'une
un non second degré que j'ai trouvé fabuleux et magique. Et vraiment, je me suis dit, comment on peut se moquer de ça, en fait ? Comment on peut se moquer de ces jeunes filles ? Comment on peut rire de ça ? Comment on peut pas trouver ça touchant ? Et en fait, c'est ça qui est pur, tu vois. C'est ça, avoir un vrai concert. Là, je viens de finir Connexion de Kate Tempest, que je recommande à tout le monde, que je trouve incroyable, que j'ai relu hier. Enfin, vraiment, je confirme, elle est à fond. Ah ouais, ce livre est fabuleux et du coup parle totalement de connexion. Et du coup, dans le livre, ça parle justement de ça, du premier degré, et que l'artiste fait son travail, la musique existe, mais qu'en fait, la dernière pierre angulaire de ça, c'est les gens qui le reçoivent et à quel point ils sont connectés, présents et avec une volonté active, tu vois, d'écouter et d'être là. Et j'ai trouvé que là où parfois, tu vois, moi je fais des concerts et je sens que je dois aller un peu chercher les gens, ils sont là mais ils n'ont pas envie d'être là, et puis en fait finalement s'ils kiffent et tout. Là je trouvais qu'il y avait que des gens, des milliers de personnes qui étaient activement présentes et qui voulaient juste que ça arrive et voulaient juste écouter de la musique. Et je me suis ressentie pleine d'énergie en sortant de là, et de me dire ça, avec, tu vois, les oreilles sonnées, parce que c'est quand même, ça crie beaucoup. Ouais, carrément. Tu vois, il y a quand même des trucs que je trouve un peu chiants, c'est-à-dire je pense que c'est comme un concert de Billie Eilish. À un moment tu vas pour écouter Billie Eilish et en fait il y a tout le monde qui chante toutes les chansons. C'est quand même un peu chiant. Moi c'est le seul aspect un peu négatif, c'est que je pense que tu peux lip dubber sans faire du son. Oui. Et que c'est, tu viens voir quand même un peu de musique et que c'est quand même plus cool. Je comprends. Mais j'ai trouvé l'énergie fabuleuse. Et vraiment, j'ai vécu des années incroyables. Je trouve que c'est une fandom que je trouvais drôle, très créative, avec plein de gifs, de mimes, de fanfiction. Moi, j'ai jamais lu des fanfictions, par exemple. Ah bah en plus, il y en a, hein. Putain. Il y en a énormément. Est-ce que tu en as rédigé une ? Non, mais j'y ai pensé fort. Ouais, je comprends. En vrai, est-ce que du coup rédiger une dans ma tête, ça fonctionne ? Je sais pas. Oui, mais tout le monde. Non, j'en ai rédigé une un peu en cadeau à ma pote Poppy, parce qu'à l'époque où c'était Harry Styles qui faisait Dunkerque. Et donc en fait, pour son anniversaire, en rigolant, c'est trop mignon. J'avais écrit une scène comme ça, tu vois, qui était très drôle. Mais tout le monde était des personnages, c'était pas genre je rencontre Harry Styles. Non, bien sûr. Parce qu'en plus, je pense très sincèrement, et je suis très très sincère là-dedans, que je sais pas si j'aimerais particulièrement le rencontrer, par exemple, tu vois. D'accord. Parce que pour moi, il y a Harry Styles et il y a la personne qui est Harry dans la vraie vie que je connais absolument pas, et je me dis, j'ai tellement projeté, mais comme Julian Casablancas, comme je pense que Jeff Buckley ou Amy Winehouse, ça aurait été pas... J'aurais pas voulu les rencontrer parce que presque ça leur appartient plus, tout l'amour que j'ai mis et dans la musique et dans ce qu'ils sont et dans, tu vois. Et je me dis, Harry Styles, je projette sur lui depuis 10 ans, quoi. Tu vois, c'est devenu un peu un nounours, un bisounours, quelqu'un qui existe, et j'adore le fait qu'il existe un peu comme une espèce d'entité comme ça, tu vois. Je sais pas si... Je me dis, le plus beau cadeau, par exemple, que je pourrais le faire si je le crois, c'est de le laisser tranquille. Je me dis, ça sera quelqu'un d'humain, donc forcément avec ses failles, big up Pomme, avec ses failles, avec ses défauts, ses qualités, le fait que, tu vois. Et je me dis, ça doit être incroyablement difficile d'être quelqu'un que tout le monde aime si fort, et d'avoir peur de décevoir, tu vois, d'avoir peur de faillir, de pas être poli parce que ça se trouve t'es mal luné aujourd'hui. Oui, que c'est pas ta journée, quoi, tout simplement, parce que t'es quand même un être humain et que parfois, aujourd'hui, c'est pas possible, quoi. C'est ok. Donc en fait, tu vois, j'ai quand même ce truc-là. J'oscille entre quelque chose de très intense pour la musique, pour le groupe. Je suis allée voir tous les trucs. Moi, je suis allée au Grand Rex pour voir l'avant-première de leur documentaire This Is Us. Je suis allée retourner le voir 2 fois après. Enfin... Quand je te dis... T'es intense aussi, c'est-à-dire que moi, quand j'aime, j'aime à fond, mais comme, dernièrement, je rigolais sur Internet avec la Formule 1 et tout, là, j'ai été très, très intense, je m'en sors à peine de cette obsession pour la Formule 1. Mais il y a ce truc-là, tu vois, par exemple, genre dans l'épisode avec Catastrophe, ça m'a fait trop rire, ce big up à Notre-Dame de Paris et à Roméo et Juliette. Et c'est vrai que, par exemple, je dis, j'ai trop envie de revoir Roméo et Juliette, et je suis quelqu'un
qui va regarder avec des copines, on est intense, on live stream presque tout le truc, on s'envoie des blagues tout le long, enfin, on met attends, t'as 2 minutes plus tôt, mais pause, on remet en arrière et tout sur YouTube, sur des trucs avec, tu vois, des sous-titres en serbe. Donc je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez fort, et que quand on devient adulte, on a tendance à perdre dans l'idée d'aimer quelque chose à fond, sans second degré. Oui. Tu vois, je comprends. Et je trouve que c'est souvent dans les trucs de plaisir coupable qu'on est là. C'est vrai. Quand c'est surtout sur des groupes qui nous créent ça. Ouais, une véritable passion. Bah, c'était ça en fait que je voulais te demander, à ton avis, mais je pense que tu y as répondu. Qu'est-ce qui fait de One Direction, et notamment de cette chanson, même si on s'était accordé sur le fait que cette chanson allait servir surtout de prétexte pour parler de One Direction en général, mais ce qui va très bien, j'accepte aussi. Mais je pense que ce qui fait que pendant longtemps j'ai pu considérer que c'était de la daube, que plein de gens ont pu considérer que c'était de la daube, c'est parce que ça, justement, ça éveillait des passions très très fortes, et que ça semblait un petit peu hors du commun en fait. Je pense que c'est surtout ça. Oui, et puis enfin on revient aux Beatles, on revient, tu vois, à la passion et c'est drôle parce que c'est toujours les Beatles qui reviennent. Dans mon étude un peu sociologique de ces cas-là, parce que à nouveau il y a moi qui écoute et moi la blogueuse qui analyse aussi, et l'adulte entre guillemets. J'avais trouvé ça très intéressant sur les Jonas Brothers. Déjà à l'époque des Jonas Brothers, il y a eu tout ce truc là où c'était beaucoup d'adolescentes, puis eux ils étaient très liés à Disney Channel, donc c'était encore un autre truc. C'est vrai. Et à l'époque, comme pour à chaque fois réussir à sauter et être pris au sérieux par Rolling Stone, tu vois, pour leur musique, il y avait toujours ce truc là qui revenait. Oui, mais les Beatles aussi. Oui, mais les Beatles aussi. Et ça, c'est tout le temps ce cas là. Tu te rends compte à chaque fois avec les boy bands entre guillemets qui arrivent. C'est toujours le truc qu'on nous resserre pour que, entre guillemets, les hommes cis adultes comprennent. En fait, on a fait la même chose avec les Beatles, c'est votre groupe préféré de tous les temps. Donc peut-être que vous allez vous réveiller d'ici 15 ans et commencer à mettre du respect. Pourquoi vous ne mettez pas du respect maintenant ? Je trouve intéressant, pourquoi on dénigre autant des choses qui sont autant aimées par des jeunes filles en masse. Il y a bien sûr beaucoup d'autres personnes qui écoutaient One Direction ou Jonas Brothers, mais c'est très intéressant ça, tu vois, de se dire pourquoi à chaque fois on doit toujours ressortir sempiternellement la même truc de oui mais les Beatles, regardez les Beatles. Et c'est vrai parce que c'est à cette époque, et c'est vrai que ça semble fou, mais les Beatles c'était un groupe de minettes et c'était tout, et c'était le boys band, et ils étaient absolument ridiculisés. Après, le plus objectivement possible, tu aimes ou pas les Beatles, tu aimes ou pas les One Direction, mais c'est vrai que tu as raison, c'est ce schéma qui se répète vachement. Pourquoi est-ce que dès que ça plaît à des jeunes filles, c'est ridicule ? Pourquoi est-ce que c'est détourné ? Pourquoi est-ce que ça peut pas être pris au sérieux ? Qu'est-ce qui suscite ça ? Mais moi je pense que c'est justement parce que c'est celles qui ont le moins peur en fait de montrer des émotions qui sont véritables. Ouais, je pense. Enfin, j'ai pas la clé de. J'ai pas la clé non plus, mais c'est. J'ai pas la clé de réponse à ça, mais c'est un vrai questionnement. Et moi, ce qui me fait rire finalement là-dedans, c'est tout le. Ça fait 10 ans les Wendy. Je pense que même maintenant, ça doit faire beaucoup plus, peut-être 11-12. Et moi, la première interview que j'ai faite avec mon ancien groupe à la radio, ils ont dit on a besoin, on a besoin de secrets, un peu de choses à savoir sur un ou une des membres du groupe pour pouvoir en parler à la radio et faire un peu le moment surprise et tout. Okay. Et j'ai un de mes potes qui dit écoute, ça te va ? Moi je leur ai dit que t'étais fan de Wendy et tout. Donc moi, zéro plaisir coupable de rien. Je dis ouais, bien sûr, s'ils veulent rigoler de ça, je suis assez. Je suis assez ok avec ça. Non, à l'époque, c'était ma première interview en plus à la radio, tu vois. Ouais, mais t'étais pas moqué quand même d'aimer les. Et en fait, ils me l'ont. Moi, je m'en doutais du coup qu'ils allaient me faire un peu le coup. Et c'était fait gentiment, c'était pas méchamment du tout. Mais je pense qu'ils s'attendaient pas à la réaction que j'ai eue, qui était d'éclater de rire et de dire mais je les aime tellement fort. Et je me souviens parce qu'en reprise, on avait fait une reprise des Velvet, tu vois, donc c'était un peu genre on est trop sérieux, on reprend Stéphanie et tout. Et en fait, à un moment, ils me font la blague juste avant qu'on aille faire la cover, ils me disaient vous allez reprendre One Direction. Et moi, tu vois, je chante 10 secondes du coup du truc, je dis ouais bah grave, et en fait genre je sens que les gens ils sont un peu en PLS, genre ah non mais attends, elle va aller vraiment jusqu'au bout du truc. Et je me souviens que le journaliste qui m'avait posé cette question là et qui avait un peu rigolé du fait que j'aimais les Wendy, tu vois, c'était vraiment en plus la question c'était vraiment qui est le leader du groupe. Bah je pense que ça devrait être November, parce que quand on écoute ça, et donc il y avait un peu un truc aussi où genre la question elle était et légère et en même temps un peu pleine
de sous-entendu de on peut pas être leader d'un groupe si on écoute One Direction qui est un peu un groupe de minettes, tu vois, il y avait c'était ni dit méchamment, mais en fait quand tu te poses et que tu analyses la phrase, tu te dis ah ouais quand même c'est rigolo que ça soit amené comme ça. Mais c'était méga fun. Tu vois, la radio très drôle et tout. Puis je suis sortie de là sur Twitter, les gens ils disaient mais elle est trop drôle la chanteuse, elle est trop fan de Wendy, genre elle s'en fout, mais nous aussi on aime trop et tout. Donc en fait ça avait été juste drôle. Et en fait j'ai adoré parce que le journaliste vraiment des mois plus tard était venu me voir et avait fait un mea culpa. Il m'avait dit je suis allée au Stade de France voir One Direction avec ma petite sœur et j'ai adoré, j'ai trouvé ça incroyable, l'énergie. J'avais pas vu un concert si vivant depuis très longtemps incroyable. Et donc tu vois il y a des trucs comme ça qui sont, et le mea culpa continue vu que d'un coup Harry Styles sort Sign of the Times et que là c'est des ribambelles de textos et de messages, tu avais raison, exactement, on s'est tellement moqué de toi et en fait ce morceau est ouf. Et de plus en plus, tu vois. Puis d'un coup, il y a Fine Line qui sort et il y a tout ce truc-là avec donc vraiment beaucoup Harry Styles. Moi, je pense que Zayn a fait un album qui était fabuleux. Niall, tu vois, il continue à faire sa carrière, à faire de la folk. Je pense que c'est un très très bon compositeur-chanteur aussi. Enfin, tu te dis, mine de rien, le temps donne toujours un peu raison. Mais je pense que c'est pour les One Direction et pour toutes les carrières. Je pense que... tu vois, il y a plein de gens qui sortent des télécrochets, on se dit bon c'est bon, on les a vus faire des covers de ça, jamais ils font carrière. Et en fait, time and time again, les gens ils te prouvent qu'en fait ils continuent à faire leur carrière, que 10 ans plus tard ils reviennent. Et tu te dis ah mais c'était la personne, tu vois, qui était dans le télécrochet ou qui faisait partie de ce boy band ou qui faisait machin. C'est clair. Et on les a jugés à l'époque. Et en fait, tu vois, je pense tant que tu continues à faire ta musique et à un moment les gens... Tant que tu continues. C'est comme la mode quoi, les gens ils se disent ah en fait ça c'était cool, et c'est vrai que juste à arriver peut-être à un moment après attention, pour revenir sur What Makes Beautiful, genre ça reste de la grosse pop très assumé, adolescente avec un clip qui est très drôle avec un van. Exactement, mais alors justement moi c'est la question que je me pose aussi. On sait donc que ces jeunes filles qui, en gros, avaient, entre guillemets, l'âge d'aimer les One Direction parce que c'était des adolescentes, comme tu l'as dit, etc. C'était un truc très ado. C'est vrai que c'est très convenu. C'était très ciblé là-dessus. Hein. Voilà, c'était ça, je me vachement là-dessus. C'est X Factor, Simon Cowell qui genre les signes. Donc, en fait, tout est ciblé. C'est-à-dire que t'as 5 personnes. À l'époque, en tout cas, plus le groupe avançait, plus ça devenait autre chose. Mais à l'époque, chacun avec son style, chacun une chemise, enfin comme les Spice Girls, un peu, enfin entre guillemets, ce truc-là de choisis le membre auquel avec qui tu voudrais sortir. Et c'est un peu ça, avec qui tu voudrais sortir et auquel tu te connectes le plus, tu vois. Ça. Et donc il y avait Harry qui était très prépi avec cette espèce de veste très classe, tu vois, petite école privée. T'avais Zayn qui était plus avec un bombers de sportif. Donc tu voyais que tout le monde était carrément marketé. Et c'était sûr que c'était marketé pour un public d'adolescents comme Justin Bieber à l'époque. Et toi, est-ce que tu penses que justement parce que t'es arrivé un petit peu après ça, parce que comme tu dis t'étais plus âgé que le public général des One Direction, est-ce que tu penses que le fait que tu n'aies pas entre guillemets l'âge de les aimer, ça a joué encore plus dans le fait qu'on se moque un petit peu de toi sur ça ou pas? Ouais, mais clairement, je pense que d'un coup j'avais la vingtaine bien... Ah oui, d'accord, ok. J'avais la vingtaine à l'époque, je sais pas non plus, tu vois. Mais bon, c'était pour un public de teen, clairement. Et ça participe, tu te dis... mais comme regarder des teen movies, tu vois, aimer plein de choses qui sont, entre guillemets, pas de ton âge. Et les gens, ils se disent, mais t'es bizarre, t'as pas de vie, t'es là avec ton chat et puis t'aimes One Direction. Enfin, tu vois, il y a un peu un truc comme ça, c'est vrai. Je pense, dans l'imaginaire. Et puis qu'il y a une réalité, moi je trouve, attention aussi quand tu fais partie d'une fandom et qu'il y a quand même beaucoup de jeunes femmes et de jeunes garçons de 14-16 ans et tout, et que toi t'es beaucoup plus âgé, tu peux pas interagir avec ces personnes-là de la même façon, puis tu dois accepter qu'ils sont pas au même endroit de la vie que toi aussi, tu vois. Donc ça, à l'intérieur, moi j'étais, enfin tu vois, je me suis pas fait particulièrement des amis là-dedans, moi je regardais ça quand même un peu de loin. Juste, je saoulais énormément tous mes potes autour de moi plus qu'autre chose. Je faisais des top 5 sur Spotify de par où commencer pour quand t'aimes les Wendy, qu'est-ce qu'il faut écouter d'abord, analyser. Je leur disais regarde ce clip, regarde ce qui se passe dedans, voilà comment ça a été fait, l'histoire derrière et tout. Incroyable. J'ai un truc, je suis très
je suis très propagande, tu sais. Genre, en fait, quand j'aime incroyablement quelque chose, c'est pour ça que j'ai eu un blog pendant très longtemps. C'est pour ça qu'en vrai, mon Instagram, il ressemble à ce qui ressemble aussi. J'ai un besoin de partager, parce que sinon, je suis toute seule avec mes obsessions, à tourner en rond et à mettre des posters dans ma chambre, tu vois. Et en fait, j'adore après me dire, il y a... Je sais pas, je me dis, c'est beau le partage. Ça fait carrément partie du truc de se dire... peut-être que quelqu'un d'autre, d'un coup, c'est de la musique qui va là où le rendre heureux, tout ça. Je comprends. Mais clairement, j'ai ressenti que j'étais un peu au-dessus et du truc, tout en aimant ce truc-là un peu. En fait, j'aimais au premier et au deuxième degré. Oui, j'étais un peu dans ce double discours-là. Oui, je vois très bien. Zéro honte d'aimer, zéro plaisir coupable, j'y crois pas du tout au plaisir coupable. Et en même temps, tu vois, analyser, se dire, ils sont mimes avec leurs petites, leurs petites adolescentes à la plage, tu sais, c'est vraiment des premiers dates. Puis si t'analyses les paroles de What Makes Beautiful, je les trouve très légères et en même temps très belles. Il y avait, je sais plus, quelqu'un, je sais pas si c'était Stephen Colbert ou je sais pas qui aux États-Unis qui avait analysé les paroles et qui avait dit que c'était métaphysique parce qu'il disait t'es belle parce que tu sais pas que t'es belle. Ouais, c'est ça. Et il avait analysé ça dans son truc, j'avais trouvé ça très très drôle. Je trouve ça mignon parce que c'est vrai que ça me rappelle, une fois j'avais vu une interview de Jean-Marie Perrier, donc le photographe et ex de Françoise Hardy dans les années 60, quoi, qui disait qu'avant qu'ils ne se mettent ensemble, il était censé venir chez elle à ses tout débuts et quand elle lui a ouvert la porte pour l'accueillir, il a dit en fait c'est là que je suis tombée amoureux d'elle parce que la personne qui m'a ouvert la porte, c'était la plus belle femme du monde, mais elle le savait pas du tout. Ça se voyait qu'elle était pas au courant de ça, et ça m'a rendu fou d'elle, quoi. Et je trouve ça super touchant, en fait. C'est méga touchant, et en même temps, moi, je sais qu'à l'époque, ça me posait un problème, parce que je me disais, tu sais, tu dois accepter que dans ce cas-là, quelqu'un dans la rue te dise t'es belle, et toi, tu dises merci. Enfin, il y a aussi un peu ce truc-là. Moi, il y avait le double où je me disais, c'est intéressant en termes de... Le morceau, à nouveau, c'est juste mimes, quoi. Oui. Tu vois, c'est un garçon de 16 ans, 17, 18 qui t'écrit quand tu bouges tes cheveux, genre I'm overwhelmed. Enfin, c'est à nouveau, à l'époque, quand je disais, il y avait rien il y avait rien de sombre dans cette chanson, et moi, c'est tout ce dont j'avais besoin à cette époque-là. Donc, quand je l'écoute et quand je les vois à SNL, et je te dis, je vois 5 petits chats qui chantent, qui sont dans un espèce de plaisir, qui ne chantent que des chansons qui sont incroyablement légères, mais qui sont belles et qui restent dans la tête. Et attention, la bonne pop, c'est très difficile à faire. Un bon tube, c'est pas à la portée de tout le monde. Il y a du respect à mettre dans le succès de gens, dans les disques de platine et tout ça, parce que tu vois, on se moque d'une Weshden ou quoi, c'est très difficile à faire ce qu'elle a fait. Et puis les gens essayent toute leur vie de faire des tubes et de toucher autant de gens, pareil pour Aya Nakamura, pareil pour... Et en fait, non, on se dit, mais moi demain je pourrais faire ça et tout. C'est pas vrai, parce que essaye et vois à quel point c'est faire un bon morceau, le sortir au bon moment, faire en sorte qu'il y ait des gens qui mettent autant de sentiments là-dedans et qui se disent, c'est exactement, tu vois, Weshden elle a 16 ans, pareil en vrai, si tu prends Weshden... Il y a un parallèle avec les One Direction, de dire elle écrit un morceau qui dit je t'aime de ouf, et tu te dis forcément que tu vois, une fille de 15 ans, 16 ans, un garçon de 15 ans, 16 ans, c'est comme ça qu'ils parlent, c'est comme ça qu'ils ressentent, c'est dit avec des mots qui leur parlent, et tu peux pas créer ça, et tu dois avoir du respect là-dessus. Moi j'ai One Direction, ça m'a alpagué vraiment pile à ce moment-là où j'avais besoin de quelque chose de léger. C'était comme manger du chocolat, je trouve, écouter One Direction. D'accord. Tu vois, c'était du comfort food. Ouais, c'est vraiment un truc pur, quoi. Pur, et par exemple Little Things qui avait été écrit pour eux sur le deuxième album par Ed Sheeran, c'est un morceau qui est magnifique. Et tu voyais, au plus, je trouve que c'était intéressant de les suivre aussi à partir du 3e album, 4e album, 5e album, les besoins qu'ils avaient de s'imprégner de produire, d'écrire de plus en plus. Donc les crédits, tu vois que ça change au bout d'un moment sur les albums. Petit à petit, tu vois, quand tu écoutes l'album, tu sais qu'est-ce qui a été écrit par Harry. Parce que Harry, il avait ce truc-là... très rock, c'était quelqu'un qui écoutait énormément Paul Simon, donc en fait par exemple il y a un bonus track sur le dernier album qui est totalement du Paul Simon, tu vois, qui est un morceau qui a été écrit quand Zayn est parti justement en 2015.
Ah. J'ai checké. Ouais, je l'ai dit tout à l'heure, mais on se souvient tous. Moi, je me souviens très bien où j'étais quand ça a été annoncé que Zayn partait. J'étais au Starbucks avec mon amie Ellie et on était dévastés. J'étais là, genre, quoi? Mais ça veut dire quoi pour Wendy et tout? Quoi? Ils vont continuer tous les 4? Mais c'est pas possible. Et bah, pas longtemps après, c'était le break d'ailleurs. Ils ont fait le dernier album à 4. Voilà. Ils sont quand même allés. Je pense qu'ils avaient un contrat sur 5 albums. Oui, ils devaient y aller jusqu'au bout. Et Zayn, c'est assez fascinant aussi parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup parlé de sa santé mentale. Ça a été très difficile, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup subi le fait de devoir faire des stats. C'est quelqu'un du coup qui. Et puis c'était un des garçons qui ressemblait le moins aux autres. En termes de représentation, Zayn, je pense qu'il a été incroyablement important pour c'est vrai, t'as raison. toute une communauté. Il y a plein de petites filles, d'adolescentes et tout, musulmanes, tu vois, qui se reconnaissaient dans Zayn, qui se reconnaissaient dans sa culture, Et Zayn, c'était un des rares que je trouve où il n'y a jamais trop sa patte dans les albums, tu vois. Tu sens qu'il le laisse faire ses vibes un peu R&B, mais je trouve que ça s'est vu sur l'album solo qu'il a fait, que je trouve très très beau, où il y a tout de suite beaucoup plus de musicalité, de sa culture personnelle et tout. Ok. Et Zayn, pour moi, il a été incroyablement important, et c'était quelqu'un qui souffrait énormément de stress, c'était quelqu'un qui avait besoin d'être très seul, et qui a parlé de santé mentale. Moi, je me souviens que c'était vraiment un gros sujet, de se dire il doit arrêter parce que ça le rend malheureux, parce qu'il fait des attaques de panique à répétition. Tu le voyais vraiment mincir, par exemple, tu vois. Ok, d'accord. Très peu se nourrir. Les autres membres du groupe étaient totalement au courant de ce qui se passait. Je pense qu'il n'y a que eux 5 qui savaient exactement ce qu'ils vivaient à ce moment-là. Ok. Comme les Beatles, à mon avis, il n'y a que eux qui savent. Comme les Jonas Brothers, il n'y a que eux qui savent. Les Spice Girls qu'elles ont vécu, il n'y a que elles qui savent vraiment ce que ça a sous-entendu. Donc, si tu veux, il y a ce truc-là un peu léger de se dire, la musique des Wendy. Ouais. Et l'important, je trouve, que ça a été... tu vois, il y a des interviews, surtout Harry, qui, à mon avis, a beaucoup détricoté ça, cette idée de masculinité toxique et tout ça. Et donc, il y a beaucoup d'interviews où il y a, par exemple, la journaliste ou le journaliste, je ne me souviens pas, qui dit... qu'est-ce que vous cherchez chez une femme? Donc forcément, tu vois, la question qui est déjà posée par défaut, tout le monde est hétérosexuel et attiré par le sexe opposé et tout. Et il y a un des garçons qui répond déjà que ce soit female, genre il dit que ce soit une femme déjà. Et Harry répond et il dit non, c'est pas si important. Et en fait, tu sens backstage que t'as la PR qui est en train de les regarder, qui lui fait un regard, parce que tu vois que Harry regarde vers le haut. Et lui, il s'en fout. Il y a un truc qui a toujours été très intéressant là-dedans, où je me dis, c'est quand même une personne qui est à l'intérieur du plus gros groupe du monde à ce moment-là. Puis le plus gros représentant, c'est celui qu'on a le plus vu. Bien sûr, Harry, c'était celui que tout le monde regardait. Je pense aussi de ce fait-là, en fait. Qu'il était à ce point unique et singulier et poli, et à dire bonjour à tout le monde. Enfin, c'est un peu connu, ce truc-là. Il y a un peu cette aura où tout le monde dit genre j'ai rencontré, tu sais, genre t'as l'impression qu'ils ont rencontré le Messie, un ange, une apparition. Moi, tout le monde qui m'en parle, tout le monde dit qu'il est super sympa. Ouais. Il parle à tout le monde, il demande le nom de tout le monde, il te regarde dans les yeux quand il parle. Enfin, il y a vraiment ce truc là avec Harry qui ressort énormément. Et je me souviens vraiment de me dire je suis contente qu'à l'intérieur du plus gros groupe du monde, avec toutes les interviews qu'ils font, avec le pourcentage de gens qui les écoutent, qui les lisent, toutes ces jeunes femmes, tous ces jeunes hommes aussi, qui voient qu'on est attiré par un Harry Styles, tu vois. Qu'est-ce que ça montre à d'autres garçons, de se dire en fait t'as ce garçon qui est très sensible, qui met du vernis à ongles, qui parle, tu vois. Je te dis pas que c'est le super héros de la vie, et à nouveau il y a plein de choses qu'on accepte de Harry Styles qu'on accepte malheureusement pas, tu vois, de garçons trans. Bien sûr. Donc c'est à mettre à l'intérieur de sa notoriété, etc. De sa notoriété, du privilège qu'il a en tant que tout ce qu'il est d'homme cis blanc et tout ça. Mais tu te dis c'est fou, parce que c'est la chose finalement à l'époque qui rayonnait le plus dans le monde, et voilà ce qu'il propose lui à l'intérieur de ça, voilà ce que Zayn propose à l'intérieur de ça, et je me souviens vraiment de me dire je suis heureuse que ça existe. J'aurais aimé être fan de quelqu'un, d'une pop star en fait, pendant que j'étais adolescente. Qui m'envoie ces signaux-là, qui m'envoie cette idée-là, tu vois. Je vois, ouais. Je dis beaucoup, tu vois, je suis désolée. Ben, on voit très bien. C'est mon toc. Est-ce qu'on peut conclure en disant que c'est That's what makes them beautiful, du coup? That's what makes them beautiful. Oh, oh.
allez écouter la chanson, franchement, je trouve que c'est une chanson incroyable. C'est vrai que moi je connais pas trop One Direction, mais gros big up à ma cousine avec qui je hurle cette chanson en revanche. Ok, quel est son nom? Carla. Carla, je te fais un gros big up, Carla. KMTC, on est ensemble. Ah ouais, là vous êtes vraiment ensemble. On est vraiment ensemble. Vraiment. Bah merci beaucoup November alors. Bah avec plaisir. À bientôt.